En 1975, le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg vient bouleverser toute l'industrie hollywoodienne et poser les bases en matière de divertissement pour les décennies à venir. Mais si Universal et Spielberg se frottent les mains, Roger Corman de son côté n'est pas forcément aussi enthousiaste. Producteur phare des années 60 et 70, grand spécialiste de la série B, il l'a sans doute un peu mauvaise de voir une histoire de requin mangeur d'hommes connaître un triomphe mondial, alors que lui-même avait déjà raconté ce type d'histoire plusieurs fois dans ses productions. Il confie alors à Joe Dante le soin de réaliser une copie des Dents de la Mer, où le requin est remplacé par des poissons carnivores. Piranha, the deadliest man-eaters of all. Le film Piranha connaîtra un beau succès, au point que même Spielberg dira avoir beaucoup apprécié le film, ce qui poussera Corman à continuer sur la voie du film de monstres aquatiques. Il va alors développer Humanoids from the Deep, en français Les Monstres de la Mer, un film dans la droite lignée de Piranha, mais qui reste un peu moins célèbre alors qu'il constitue l'un des meilleurs films d'exploitation du début des années 80. Lorsque Roger Corman propose à Joe Dante de réaliser Les Monstres de la Mer, celui-ci refuse en expliquant ne pas vouloir réaliser 2 fois de suite la même chose. Corman se tourne alors vers Barbara Peters, une jeune femme qui avait jusque-là réalisé Les Diablesses de la moto, un film de bikers plutôt féministe pour l'époque. Bury me an angel. Bien qu'elle n'apprécie pas forcément le cinéma d'horreur, elle se lance dans l'aventure en voyant surtout la possibilité de réaliser une variation de L'étrange créature du lac Noir, un film qu'elle avait adoré. Barbara Peters est donc chargée d'adapter l'histoire suivante. Après avoir mangé des saumons génétiquement modifiés, des coélocantes vont subir une mutation. Ils vont désormais sortir de l'eau, se tenir sur 2 pattes et attaquer toutes les personnes qu'ils croisent. À part un petit discours écologique et le choix assez judicieux des coélocantes, il n'y a ici aucune volonté de faire dans l'originalité. Les Monstres de la Mer est un pur film d'exploitation qui s'assume comme tel. Le seul but recherché est de proposer un spectacle fun, avec si possible un maximum de séquences d'attaque et de filles dénudées. Production Corman oblige, le budget du film est assez faible, et Barbara Peters va devoir gérer un tournage difficile. Entre une météo compliquée, 2 acteurs qui ont la réputation d'être portés sur la bouteille, et seulement 3 costumes de monstres pour l'intégralité du film, on imagine aisément que ça n'a pas dû être la fête tous les jours. Mais le principal problème va arriver une fois le tournage terminé. Lorsqu'il visionne le film, Roger Corman n'est pas vraiment satisfait du résultat. Selon lui, Barbara Peters a bien su mettre en valeur les monstres ainsi que les scènes gore, mais a totalement foiré l'aspect sexy. En gros, pour un film où une bonne partie de l'histoire se passe au bord de l'eau, ça manque un peu de bikini. Et surtout de filles sans bikini. Corman demande alors à sa réalisatrice de tourner des plans supplémentaires montrant des agressions sexuelles, ce que Barbara Peters refuse immédiatement. Sans beaucoup de scrupules, Corman la met alors sur la touche et embauche Jimmy Murakami, le réalisateur des Mercenaires de l'espace, pour tourner des séquences voulues. Comme on peut s'en douter, les ajouts ne servent absolument pas la narration et sont là uniquement pour se rincer l'œil. Et pour le détail des scènes en question ainsi que d'autres anecdotes sur le film, je vous recommande la lecture du petit livret de Mark Toulek que l'on retrouve dans le combo DVD Blu-ray sorti récemment chez Sidonis Calista. Lorsque Les Monstres de la Mer sort en salle, il rapporte un peu plus de 15 millions de dollars. Sachant qu'il en a coûté 10 fois moins, le film est considéré comme un succès, même si les associations féministes et Barbara Peters n'ont pas vraiment apprécié le résultat final. Mais bien plus que l'histoire entre Corman et Peters, ce qui m'intéresse avec ce film, c'est surtout à quel point il est un excellent représentant d'une époque révolue. Celle des séries B d'exploitation qui tâchent. Ces petits films fauchés sans prétention qui finiront fatalement au fond d'un vidéoclub, mais qui ont été conçus par des passionnés et quelquefois même par de futurs grands noms. On sait que Roger Corman a toujours été très doué pour dénicher de futurs talents. Que ce soit Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jack Nicholson ou même James Cameron, qui réalisera 1 an plus tard le très mauvais Piranha 2 avant de voler de ses propres ailes et de révolutionner la série B avec son copain Arnold. Si l'on se penche sur l'équipe technique, Les Monstres de la Mer a là aussi quelques personnalités hors du commun. Tout d'abord, on retrouve Mark Goldblatt au montage, qui travaillera sur plusieurs classiques des années 80 et 90 et réalisera Punisher et Flic ou Zombie, là encore 2 bonnes petites séries B. Ensuite, la musique est composée par James Horner, dont c'était l'un des premiers travaux pour le cinéma. Si son score sur Les Monstres de la Mer n'a rien de révolutionnaire, Horner écrira par la suite des compositions qui, elles, vont véritablement marquer plusieurs générations. Enfin, le film ne serait rien sans les personnes en charge des effets spéciaux, Rob Bottin et Steve Johnson. Bottin, qui avait déjà fait ses preuves sur le Piranha de Joe Dante, crée ici une nouvelle série de créatures agressives, même si encore une fois le budget ne permettait pas d'en avoir plus de 3. Bien avant ses travaux spectaculaires chez John Carpenter, Ridley Scott ou Paul Verhoeven, Rob Bottin applique à ses coélocantes mutants son style déjà bien reconnaissable. Une esthétique incroyable couplée avec un goût pour les détails affreux à la finition irréprochable, qui rendent l'ensemble parfaitement dégueulasse mais paradoxalement assez fascinant à regarder.
Ces monstres sont même passés à la postérité avec la célèbre affiche du film, puisqu'elle a, entre autres, servi à illustrer le fameux livre de Jean-Pierre Peters, Les Craignos Monsters. Quant à Steve Johnson, il était lui aussi au début de sa carrière, et allait bientôt enchaîner avec des énormes classiques du cinéma de genre. Au passage, pour les fans de monstres en latex et autres créatures fantastiques, je vous conseille une nouvelle fois d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Romain Oulès, où vous trouverez pas mal d'infos sur l'histoire des monstres au cinéma, sur leurs créateurs, petite merde, ainsi que sur la façon de les concevoir. Très clairement, les monstres de la mer ne révolutionnent pas le cinéma, et flirtent parfois même avec le nanar. Smithy! Et en route, nom d'un chien, Smithy, mais qu'est-ce que tu fous? Il n'y a plus de pression d'huile. Je parie que c'est la pompe qui a rendu là. Oh merde, la pompe maintenant! Mais je trouve que la générosité de l'ensemble due au talent derrière la caméra, doublée à la volonté de Corman d'en donner pour son argent aux spectateurs, mérite un minimum d'attention. Et si on devait chercher un équivalent dans le cinéma contemporain, le film qui se rapprocherait le plus de celui de Peters serait probablement Piranha 3D, réalisé par Alexandre Aja. Les deux films partagent la même volonté d'aller au bout de leur connerie en montrant le maximum de gore et de nudité gratuite. On trouve aussi chez Alexandre Aja un petit discours sur l'écologie, même si très honnêtement, tout le monde s'en fout complètement quand on regarde ce type de film. D'ailleurs, je trouve ça assez amusant de constater que le film avec lequel Piranha 3D est le plus proche n'est pas tant Piranha, le film original de Joe Dante, que Les Monstres de la Mer. Soit la copie de Piranha, qui à la base était une copie des Dents de la Mer de Spielberg, qui lui-même était déjà une copie hollywoodienne des productions de Roger Corman. Et c'est en ça que ce film est pour moi un digne représentant du cinéma d'exploitation du début des années 80. Une époque où la copie bâtarde à petit budget d'un gros film pouvait encore trouver son public, sans passer par la case direct ou vidéo, et où un concept assumé comme volontairement con à base de créatures en latex et de délire régressif ne suscitait pas encore le rejet ou la moquerie.